Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV et VAR Azur TV. On approche les 20 000 abonnés sur YouTube. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait vraiment très plaisir. On va être obligé aujourd'hui de reparler de cette défaite de l'Olympique de Marseille. C'était hier soir face au PSG, une défaite 3-1. Ça sera le décrassage et puis un gros débat sur l'OM de Rudy Garcia qui n'a toujours pas changé de dimension. On en parlera avec mes invités du jour. Ils sont là. JCDB est avec nous. Salut Benj. Ça va un peu moins bien que d'habitude. Ouais. Et là, c'est une défaite, donc ça va un peu moins bien. Christian Caministi est avec nous aussi. Ça va très bien pour moi. Bonjour. Ouais, ça va bien. Merci d'être venu nous voir. Ça c'est gentil. nous fait très plaisir. Et également. Nicolas est avec nous également. Là, je suis là. Je m'y attendais à cette défaite, mais c'est toujours difficile. C'est vrai. C'est vrai qu'on a toujours, on se dit. On a toujours un espoir, c'est ça, c'est l'illusion quoi. Mais non, toujours pas. Mais non. Tout de suite, le décrassage PSG-OM. Allez messieurs, on commence avec donc le décrassage et l'analyse à froid. Jean-Charles, qu'est-ce que tu retiens toi finalement de cette nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille contre Paris ? Mais je retiens surtout les 20 premières minutes de l'Olympique de Marseille où on a vu l'OM faire un jeu totalement différent. Je ne m'attendais pas du tout à voir cette équipe marseillaise aller chercher ces Parisiens dans leur moitié de terrain, les empêcher de relancer proprement, de jouer au football, leur football. Et on s'est créé la première occasion par Balotelli, la frappe. Je me suis dit c'est bien parti et l'OM est rentré bien dans cette rencontre. L'OM va certainement nous sortir un grand match. C'est ce qu'on aime, les derbys, les confrontations entre ces deux équipes, entre Paris et l'OM. Et au bout de 20 minutes, on a vu que l'OM est retombé un petit peu dans ses travers. Malheureusement, un petit peu dépassé par l'adversité et qui aujourd'hui se traduit par une nouvelle défaite, 3-1. Donc, mais avec quelques enseignements intéressants, notamment dans ces 20 premières minutes où on aurait pu sortir quelque chose de plus propre si on avait pu continuer sur ce tempo-là. C'est ce que tu retiens toi aussi, Christian, ou tu vois plutôt encore une défaite face à Paris Bien, je crois que Paris, si l'OM a réussi quand même à imposer un certain rythme dans les premières minutes, c'est aussi parce que Paris était dans un contexte différent. Des joueurs absents. Ils voyaient une défaite en Champions League et surtout en face un adversaire qui était sur une phase ascendante. Donc, ils ont peut-être levé le pied juste pour voir ce qui allait se passer, comment les choses allaient se mettre en place. Et après, une fois que le jeu est revenu dans leurs mains, à ce moment-là, ils ont imprimé quand même un rythme bien plus conséquent que le nôtre. Quoi. On a entendu que Paris avait joué le contre. Bon, c'est pas complètement faux, mais quand on voit après la possession... oui, c'est 60-40 à peu près. C'est plus de 60% de possession. Oui, mais en fin de rencontre, en première période, il y a eu beaucoup moins de possession de ballons côté parisien. On va en reparler, mais Nico va nous dire son... Nico, toi, c'est quoi ton ressenti au final ? Je suis à peu près d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que moi, j'ai été surpris que Rudy Garcia conserve son 11 et essaie de faire jouer son équipe un peu comme d'habitude, avec un pressing haut, enfin comme d'habitude ces derniers temps. Et il a envie de repartir de derrière. Après, c'était stérile, parce que la frappe de Balotelli, elle est écrasée, elle est de loin, il y a un débordement de Thauvin, mais mis à part ça, il n'y a pas vraiment de réelles occasions. Donc en fait, tu avais un peu la balle, tu essayais un peu de construire, mais on en parlait un petit peu avant. C'est vrai que Lopez, dès qu'il se retrouvait avec le ballon au milieu de terrain, ça franchissait le premier rideau, c'était plutôt pas mal techniquement. Et là, il était là, du mouvement, il n'avait pas de solution. Donc quelque part, il y avait un début de quelque chose, mais ça n'a pas duré. Et c'est vrai qu'au bout de 20 minutes, Ocampos a pris un rôle de latéral droit. Et là, c'était fini pour moi parce que du coup, les latéraux parisiens qui étaient vraiment assez bas sur le terrain en début de match, peut-être en observation aussi, mais là, ils ont retrouvé un peu d'espace. Et là, c'était fini. Là, la domination s'est enclenchée. Et la classe de Di Maria a fait la différence. Puis l'OM n'a pas été dangereux et a été même attentiste. La blessure, à un moment donné, ils sont à 10 contre 11 Paris, l'OM attend. Ils auraient dû appuyer à ce moment-là, tenter. Non, on a retrouvé un peu le côté attentiste. Et moi, Rudy Garcia, que j'avais trouvé un petit peu ambitieux au début du match, je trouve qu'au fur et à mesure, ça s'est étiolé, même sur le terrain, et même lui dans ses changements. Parce que, avant que Mandanda prenne le rouge, il voulait déjà faire rentrer Strootman. Donc il y avait déjà un choix un peu défensif. Donc je trouve que ça manque un peu d'ambition et que, quelque part, même si sur le terrain c'était pas mal, au final, ça manque d'ambition face à Paris.
Ce qui m'a surpris, moi, c'est Ouais. que Paris nous a laissé jouer, en fait. Nous a laissé jouer. Attendu qu'on sorte, Paris- on aille les presser. Comme On a disait- joué, non, en mais fait, comme on a disait joué le jeu de Christian, Paris. Paris, au début de match, ils sont pas sereins aussi. Tu vois, ça se sent. Ils Oui. ont peut-être encore cette tête, tu Oui, vois. mais un ils peu ont sous quand même l'eau. cette, Donc, c'est un Paris qui est faible. Oui, qui est faible au pas départ de faible, la qui est rencontre. moins fort En fait, que qui veut d'habitude. se rassurer, Ouais. voilà. C'est pas un Qui veut- gros Paris. Comme Oui, mais on qui a cherchait pu, à se rassurer, notamment en ce début de rencontre, et qui a laissé la possession du jeu à l'OM. C'est-à-dire que c'est l'OM qui a attaqué Voilà, les 20, possession, les 20 premières minutes, oui. Les 20 premières minutes, je pense que l'OM a empêché. D'ailleurs, tous les seconds ballons, c'est les milieux de terrain marseillais qui les ont récupérés. Paris avait tendance Ça à été- essayer de profiter du bloc haut de l'OM pour jouer Oui, par-dessus pour jouer pour dans le Mbappé. dos, en fait, pour jouer et dans du le coup, dos. il y a eu beaucoup de ballons récupérés par Camara, donc c'est vrai que l'OM a eu pas mal de ballons, mais pour en faire quoi derrière Non, au mais final, après, ça, c'est encore autre chose. Redistribuer après les ballons offensivement et trouver des solutions et se créer des occasions, c'est encore autre chose. Mais je pense que dans l'aspect tactique de ces 20 premières minutes, où on voit le bloc très haut, où on a la retombée du deuxième ballon dans la récupération, où on voit quelques peu les latéraux un petit peu participer, notamment dans les 20 premières minutes, parce qu'après ça s'est dégradé mais c'était totalement. intéressant, ça, je suis d'accord. Ouais, Voilà, ouais. ça c'était Et intéressant. c'était ça qui était bien. Après, pour quelle raison casser ce rythme de jeu-là? Est-ce qu'on avait la possibilité Mais de continuer? c'est l'adversaire Ah, aussi, ok. Christian. Oui, mais en Ouais, fait, je si pense, tu sais. ouais. Ouais, mais tu es à Paris. C'est la- Qu'est-ce que tu ouais, as- mais qu'est-ce c'est que les tu as à qualités faire à techniques Paris aussi des relances mais bon, après, il y a- d'en après- face. Après, il y a une chose, c'est que peut-être Marseille est arrivé sur le terrain en disant c'est le bon moment, on ne pourra pas trouver un Paris Saint-Germain aussi en délicatesse, donc il faut leur rentrer dedans et leur Ouais, montrer et qu'on faire est. douter. Voilà, les faire douter. Mais bon, à un moment donné, il y a un niveau de classe individuel quoi, qui fait que même si on est bousculé, après les choses se remettent en place. On voyait Verratti derrière qui à la limite venait se placer sur la ligne de défense, récupérer un ballon et chercher peut-être comme un passeur ou un quarterback et qui allait chercher le ballon long. C'est pour ça que nous avons eu des problèmes sur les côtés parce qu'en jouant à 3 derrière avec deux joueurs d'aile de côté, Paris Saint-Germain, écarter complètement le jeu et on n'était pas capable de pouvoir maîtriser le côté droit ou le côté gauche parce que ça partait rapidement. Sur les renversements à chaque fois. Sur les renversements à chaque fois. Et puis les ballons, c'est du caviar qui arrive. Le gars, il fait un contrôle. Il n'a même pas besoin de... Il n'a pas de difficulté. Et le journaliste disait que il fallait être dans le temps de passe sur ce joueur-là. Mais même dans le temps de passe, le ballon était déjà parti. Le moment qu'il décale, le ballon était déjà parti dans la profondeur. Donc il y avait toujours cette difficulté à résoudre ce temps de passe. En fait, pardon, moi je pense que c'était la journée peut-être pour faire un résultat. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le public. Ah oui. De la tribune, Ouais, bien sûr. qui n'était pas rentré. Qui rentrait à Ils avaient ce 17 match de minutes. Manchester Ouais. qui était dans leur tête aussi. Il y avait des absents Et aussi. beaucoup d'absents du côté Neymar, parisien. Draxler, Ah, mais là, Tu Cavani. commences une bonne rencontre. Ils avaient une Tu n'as rien à opportunité, perdre. pour Marseille. Eh oui, Enfin, mais tu n'as rien à perdre. Allez, montrez mais vos qualités, lâchez-vous. Faites ce qu'il faut faire. Et puis il arrive ce qu'il arrive. En fin de compte, tu termines le match par 3 buts à 1. Donc c'est le même résultat. Donc autant prendre des responsabilités et des risques et d'aller jouer et de montrer que tu as du caractère et que tu peux peut-être lutter d'une autre manière que ce qu'on a pu faire après les 20 minutes. Pour essayer d'être, je dirais... Mais ces joueurs-là, ils en sont peut-être pas capables en fait, c'est ça le truc. Ah ça, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça, il y a un truc de préparation. Moi, j'estime qu'il y a eu quand même un souci parce que dans le truc de lancer les jeunes et de mettre les cartes sur le côté, c'est très bien d'un côté, mais d'un autre côté, je trouve qu'il aurait dû donner un peu de temps de jeu à un Gustavo ou à des joueurs comme ça. T'as un Payet qui rentre pas, hein. En amont pour qu'il puisse rentrer. C'est quand même dingue. Parce que là, tu fais rentrer un Gustavo après le 1-1, par exemple. Pour dire on va mettre un peu plus d'impact au milieu, on va continuer à les presser avec Gustavo. Ça aurait pu être aussi intéressant comme une alternative, un plan B. On se dit on est à 1, on va continuer à aller les chercher pour les empêcher de jouer. Tu vois, mais là, ces mecs-là, ils ont joué que 20 minutes, 10 minutes. Donc au niveau Allez, du on rythme, passe- ils n'étaient pas bons. pardon. On passe au fait du match. Qui veut commencer? Jean-Charles, tu veux commencer? Est-ce qu'il y a Moi, un je fait pense du match que qui t'a marqué? On fait ça rapidement. Ouais, je pense que le carton rouge de Bon, le match Mandanda... était presque plié déjà. Oui, il était presque plié, mais en fait, ça change parce que tu as 2-1, Mandanda sort, tu te retrouves à 10, Oui, là, c'est fini. Pelé rentre, on encaisse ce but 3-1, ouais. la difficulté totale pour aller chercher ce résultat. Je pense que ça a quand même été le fait du match. T'as un autre fait du match? Pour moi, oui, c'est ce corner que nous avons contre le Paris Saint-Germain.
Enfin, alors peut-être que... 47e. Ouais, bon, je vois. Alors on marque, donc on revient au score. Ouais. Et là, je crois qu'on s'enflamme encore une fois. On dit, allez, on va les défoncer. Et là, on voit sur un corner les 2 défenseurs centraux qui sont sur le corner. Ballon récupéré par Paris Saint-Germain. Sur le deuxième but, oui. Ouais. Ballon récupéré par Paris Saint-Germain. Clac, clac, ça enchaîne dans le milieu de terrain. Les défenseurs centraux sont en retard. Ça flotte un petit peu. Et derrière, c'est ouverture. Enfin, c'est le grand boulevard, quoi. Et là, on s'aperçoit à un moment donné que, bon, on peut être bon de la tête, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il faut se préserver, qu'il n'y en ait qu'un qui aille au corner. Enfin, bref, on était léger quand même sur ce contre, quoi. Pardon, je vais donner la parole à Nico. Moi, ce que je peux retenir de ce que tu dis, Christian, c'est que quand même, sur ce deuxième but, on s'aperçoit que Di Maria, il est à 80 mètres du but de Mandanda, quoi. C'est lui qui récupère le ballon sur ce corner, qui passe entre 3 Marseillais, qui décale, qui donne à Mbappé, qui relance Di Maria pour aller après finir devant le but adverse. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même illogique qu'un joueur traverse tout un terrain. On connaît la qualité de ces 2 joueurs-là. À un moment donné, il faut qu'il y ait un marquage plus rigoureux. Alors c'est vrai qu'on peut dire, on a souvent entendu dire hier soir, ça manque d'expérience, il aurait dû faire une faute, mais ils ont quand même 27, 28, 30 ans les joueurs de l'OM. C'est plus des jeunes d'aujourd'hui. Ouais, ça dépend lesquels, hein. Il y a beaucoup de jeunes hier quand même, hein. Sanson, Lopez, Camara. Ouais, mais Sanson, il a quand même 25 ans, il a quand même 200 matchs en première division. Oui, c'est vrai. Maintenant, Lopez, autant de matchs. Il y en a tant d'autres qui... Sakai, comment il s'appelle, Sarr. Je veux dire, c'est des joueurs qui ont quand même beaucoup de matchs, à part les 2 jeunes derrière. Hein. C'est là où on s'aperçoit que quand il y a une transition qui se fait défensive pour offensive, c'est la vitesse de course. Il faudrait reprendre la vidéo et voir les déplacements des 2 défenseurs centraux, de quelle manière ils reviennent, déjà se replacer. Je crois que c'est Khaled Takar qui va faire jouer dans le milieu de terrain de Paris Saint-Germain, aux alentours des 30-35 mètres. Il passe à travers. Donc, il passe à travers, il perd encore quelques secondes pour se retourner, repartir vers l'avant. On voit le jeune qui revient, mais qui ne revient pas à l'allure à laquelle le ballon est reparti vers l'avant, et donc il est déjà décroché complet. Et là, on se dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Les autres, en une touche, ils gagnent 10 mètres. Nous, on est toujours à la course derrière, en retard. Et voilà, il y a un tempo qui est complètement différent. Nico, tu as un autre fait de match? Moi, j'ai presque envie de dire que c'est le premier but d'Mbappé, parce que même si tu égalises juste après la mi-temps, ça veut dire en gros, ok les gars, vous avez fait mémuse à la baballe, vous nous avez pressé, nous sur un contre on vous tue et on vous tuera dès qu'on aura envie. Et quelque part, ça, pour moi, c'est un peu le tournant du match, parce que le message, déjà, tu as un peu compris comment le match il va se passer. Même si tu y crois un peu quand Germain il égalise, en fait, dès qu'ils ont accéléré, ils n'ont pas Neymar, ils n'ont pas Cavani, mais avec un Di Maria qui peut être très mauvais par moment, quand il est bon, Di Maria, c'est quand même un sacré artiste, quoi. Ouais, mais bon, alors là, Nico, je suis d'accord avec toi. On sait qu'il y a des phénomènes côté parisien. À un moment donné, des derbys comme ça, on en a fait quelques-uns. On a joué contre des grandes stars. À un moment donné, quand tu sais qu'il y a Mbappé, Di Maria et Verratti, essayons un minimum de les bloquer. Ah ouais. C'est eux qui ont fait la rencontre. Et notamment Di Maria. Ils ont essayé de faire avec Verratti. Ils ont essayé de le bloquer. Non, mais à 3-1, tu fais plus rien. Bloquer sa relance. Mais il y arrive 20 minutes après, l'autre il prend le dessus. Après, il y a quand même l'ambition du départ, elle disparaît un peu. Voilà, dès que t'as un peu peur, après t'as peur et tu fais un peu n'importe quoi. Allez, man and merguez of the match. Man of the match côté marseillais. Moi, je mettrais Germain. Germain d'abord pour son but, mais sur leur but, il a travaillé entre les lignes, il a essayé de donner quelques solutions, même si ça a été très difficile. Mais si on faut en sortir un, je mettrais Germain. Nico Camara. Je trouve qu'il a, même s'il a fait quelques petites fautes, Mbappé il était aussi dans la simulation. Je trouve que Camara il ne s'est pas caché, il est allé dans les duels, dans les interceptions, il a essayé de relancer propre. Et lui, il a vraiment 19 ans et il est encore au niveau dans un gros match comme ça. Et là, il avait un client quand même en face de lui. Et il s'était fait bouffer au match aller. Tout le monde se rappelle de son entrée en jeu où Mbappé lui met un vent. Et là, il a dit là, ça se passera pas comme ça. Donc, il se mettait toujours dans sa course pour le déséquilibrer, même si l'autre en rajoutait, c'était des petites fautes. Mais c'est le jeu et je trouve qu'il progresse de jour en jour et il a une vraie assurance. Donc, pour moi, c'est Camara. Christian ? Oui, aussi Camara.
il a eu un relâchement, une tranquillité d'esprit, même dans les moments les plus difficiles. On sent qu'il est en maîtrise de lui-même, quoi. Donc c'est tout bon pour lui si sa progression se suit, quoi. S'il signe une prolongation aussi. Merguez of the match, Nico. Il y en a beaucoup. On pourrait faire un sandwich avec plusieurs merguez. On pourrait mettre Mandanda, on pourrait mettre Thauvin qui n'est pas au niveau comme d'habitude. Mais moi j'ai envie de changer. Je vais mettre Bounassar. Parce que Bounassar, on l'a un peu survendu, je trouve. Alors il va très vite, il provoque, des fois il donne des solutions sur le côté, mais il est souvent incapable de faire un centre correct. Il a un déchet technique sur les centres qui est incroyable. Et défensivement, c'est une catastrophe dans le placement. Bounassar, sur le but refusé et sur le carton rouge de Mandanda, c'est 2 fois lui qui couvre. Bounassar, il n'est jamais aligné avec ses autres défenseurs. Donc ça, c'est un gros problème. Et c'est pas son poste initial. Et ça se voit initialement. Et ça se voit. Ça se voit, c'est pas un latéral de formation. Il a un problème avec le placement. Et ça, c'est problématique. Mais moi, j'ai un sandwich comme lui. En fait, c'est comme Nico. Je vais en mettre 3. Je mets une option supplémentaire, je mets 3, une gratuite. Non, je vais mettre sur les cadres surtout. Mandanda, parce que je pense qu'il est un peu responsable sur certaines choses. Thauvin, qui pour moi aurait dû faire beaucoup plus sur cette rencontre parce que c'est quand même un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui est un leader. Déterminant, c'est un leader. Et Balotelli qu'on a très peu vu sur cette rencontre. On s'est beaucoup appuyé sur lui au début, au Vélodrome, tout ça. Mais on a besoin de Balotelli qui marque aussi à l'extérieur face à de grosses équipes et qui tire cette équipe vers l'avant, qui est l'Olympique de Marseille, quand on a besoin des joueurs expérimentés. Voilà, c'est... Oui. Moi, si j'avais le merguez dans le match, ça serait pour Mbappé. C'est vrai ? Pour Mbappé. Ouais. Parce que arriver à prendre le ballon sur le penalty et empêcher Di Maria de faire un triplé, le seul triplé contre Marseille, pour moi, c'est inadmissible. En plus, Di Maria ne devait pas être au courant du triplé qu'il avait dans les mains, quoi. Enfin, le seul triplé contre l'OM. Tout le temps. Ou alors, Mbappé, c'est un phénomène, mais il a pris une arrogance à Paris. Il a des attitudes qui sont vraiment énervantes, quoi. Alors, il a certainement un ego beaucoup plus mesuré que celui d'Mbappé. Mais bon, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé l'arbitrage. Je trouve que ça a été... très correct, sorti des cartons quand il fallait les sortir. Et je trouvais moins agressif. Maîtrisé, moins arrogant. La façon de donner les cartons, ils font. Oui. Là, il a essayé de discuter, il a essayé de voir, il a mis le temps qu'il fallait pour attendre la vidéo, la VAR. Je trouve que sur cette rencontre-là, il a été très très bon. Allez messieurs, pour terminer ce décrassage, je vais vous lire deux déclarations. Attention. La déclaration d'après-match de Rudy Garcia, tout d'abord. Alors, on n'a pas à rougir de cette défaite. On a fait un match cohérent, surtout en première période, où on était très bon tactiquement. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais eux non plus. Par contre, on n'apprend pas. Voilà. Il dit on n'apprend pas de nos erreurs. C'est des erreurs individuelles qui se répètent comme la saison dernière. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse de match ? Est-ce que l'OM n'a pas à rougir de cette défaite en sachant qu'on n'affronte pas la meilleure équipe du PSG. Il y a 6 absents dans cette équipe. Il y a 3 absents au départ, ou 3 ou 4 avec Rabiot. Et 4 avec Rabiot, plus 2 changements au bout de 20 minutes. Quoi. Les 4, c'est pas n'importe qui. Les absents... Donc c'est l'équipe B du PSG que tu as affronté hier. Est-ce qu'on n'a pas à rougir de cette défaite ? Est-ce que l'OM a fait un match cohérent ? Non, l'OM a joué 20 minutes, c'est ce que je lui disais tout à l'heure. Mais je pense que d'apprendre, c'est une bonne chose de dire on va apprendre, on va enregistrer, on va le mettre en application pour les prochaines rencontres. Mais bon, à un moment donné, il y en a marre d'entendre dire ça. Il y en a marre. À un moment donné, tu vas à Paris, tu sais que c'est difficile d'aller gagner à Paris, de prendre 3 points ou de prendre 1 point. Guingamp l'a fait chez eux, ils ont battu Paris Saint-Germain. Donc pourquoi nous, l'Olympique de Marseille, ne serait pas capable d'aller battre cette équipe parisienne au Parc des Princes ? C'est déjà arrivé. À un moment donné, ces déclarations, il faut qu'elles soient plus tranchantes parce que il dit qu'il joue 20 minutes, que c'était bien, et qu'après il se contredit en disant qu'il y a eu des erreurs. Il ne dit pas qu'on a joué que 20 minutes, il dit on a fait... une bonne première période. C'est ça, il dit on a fait un match cohérent. Et si tu fais un match cohérent, tu n'en prends pas 3. Ouais. Enfin, je sais pas, tu fais pas autant d'erreurs. Christian, si c'est cohérent. Non ? Moi, je ne suis pas dans la déclaration, mais quand on va au Paris Saint-Germain, que ce soit l'équipe A ou B, bon, on met toujours un frein. Bon, on sait très bien que les 3 points ne sont jamais acquis. Bon, ça, c'est clair. Mais avant toute chose, c'est de voir les matchs sur lesquels on a merdé auparavant, quoi. Si on sait que dès le départ, on ne va pas gagner contre Paris, on aura des difficultés contre Lyon,
ou contre Lille ou Monaco, qui a contre tous les gros. Voilà, et ça, c'est le débat d'après. Contre les gros, on se dit il faut absolument qu'on soit intransigeant contre les autres et que l'on sorte vainqueur de tout ça. Mais c'est pas le cas. Et non, ça n'a pas été le cas pendant une grosse période. Est-ce que toi, sur cette déclat de Garcia, tu es d'accord ou pas sur l'analyse? De toute façon, rapidement. les déclats de Garcia, c'est toujours un peu pareil. Il va toujours défendre son équipe, etc. C'est normal, c'est le rôle de l'entraîneur. Après, je pense que oui, il dit que les joueurs ne retiennent pas les erreurs qu'ils ont déjà fait au préalable, mais j'ai l'impression que lui aussi, dans sa façon là, il avait bien abordé ce match-là, mais ça ne dure pas assez. C'est pareil, lui, il se plaint que son équipe, elle joue qu'une mi-temps ou un truc comme ça, mais même lui, dans les changements qu'il va faire, etc., ça manque d'ambition. C'est-à-dire qu'il est vite résigné, il pense vite à se dire je vais protéger Lopez, je vais protéger mes joueurs importants, il ne faudrait pas qu'ils se blessent. Il joue un match par semaine. Il peut laisser ses cadres et jouer. Quand tu sors Balotelli et que tu laisses Germain tout seul, tu sais que c'est fini le match, tu vas plus jouer la gagne. Et que tu sors Thauvin. Et que tu sors Thauvin et tu sors Lopez. Tu sors tes 3 cadres en fait. Même s'ils ne sont pas dans un bon jour, c'est quand même 2 attaquants qui te font la différence. Qui peuvent te faire la différence. Qui peuvent te faire la différence dans ce championnat et dans cette équipe marseillaise. Le message, il est clair. Donc si tu lèves les 2 attaquants, tu réduis ta force de frappe offensive. C'est fini, on a perdu. Obligatoirement. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la sortie des cadres. Payet, Gustavo, bref. C'est pour, à un moment donné, leur dire les gars, vous n'êtes pas dans un bon moment, je vais vous mettre de côté, on va récupérer, vous allez souffler, mais ensuite, pourquoi les conserver toujours en deuxième rideau? Si tu les fais récupérer pendant 15 jours, voire 3 semaines, c'est à un moment donné pour revenir sur eux et leur dire maintenant vous avez récupéré, remettez-vous dans un contexte pas forcément tous en même temps, mais à la partie. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'ils continuent. Bon, c'est bien parce que pour les joueurs qui ont gagné les matchs entre-temps, ils reçoivent la confiance du coach et peut-être que là, va-t-il changer à nouveau? Il va remettre les anciens. Dans ce genre de situation, dans ce genre de rencontre, on sait que les coups de pied sont hyper importants. On a vu le cas de Di Maria hier soir. On sait qu'on a un frappeur de coup franc qui est Payet, qu'on a mis à l'écart depuis un moment. On ne va pas dire que Payet a été très bon, que ce n'est pas logique qu'il se retrouve sur le banc de touche. On a dit quand il n'était pas bon qu'il fallait qu'il aille sur le banc de touche. C'est dommage de pas. Aujourd'hui, quand tu fais de tels changements, que tu sors Balotelli, que tu sors Lopez, que tu sors Thauvin, moi je m'attends à voir rentrer Payet. Sincèrement, je m'attends à voir rentrer Payet. Ne serait-ce que sur un coup de pied arrêté, il peut le relancer cette rencontre, il est capable de lui donner le dernier ballon, d'éliminer dans la surface de vérité et de ramener le score un peu moins large. Et puis peut-être de donner un autre aspect de cette rencontre. Peut-être avoir une nouvelle fois espoir de peut-être gratter un petit point, d'avoir une autre image, d'avoir quelque chose de nouveau en fait. Il fait rentrer Strootman pour la 2e ou 3e fois, Nico, consécutive, parce que c'est lui qui l'a relancé immédiatement, en fait, qui l'a remis dans le bain, au niveau des cadres. Payet, sur les 3 derniers matchs, il s'est chauffé, il a joué 8 minutes. Il a très peu joué. Là, c'est Strootman, il a joué 20-25 minutes, il n'a pas non plus joué. Moi, je pense que c'était le match où les cadres mis de côté pouvaient montrer qu'ils étaient capables de soutenir ce duel. Quoi. Ils auraient dû jouer un petit peu en amont, ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est que là, Payet, il a joué 8 minutes depuis le match de Bordeaux, depuis sa blessure, donc il n'a pas du tout le rythme. C'est difficile de le lancer, de condamner aussi les jeunes qui ont fait des bons matchs avant. Mais en fait, si tu joues 20 minutes, les 20 minutes, je pense que Payet aurait pu les tenir aussi. Une rencontre comme ça, comme je dis, il peut être décisif à certains moments de la rencontre. Qui rentre, c'est autre chose. Mais bon, moi je trouve illogique qu'à un moment donné, là tu tues tes ambitions quand tu vas à Paris. Que tu sors tes 2 attaquants. Oui, tu dis, mais sérieusement, on a perdu. Technique, tu te dis, là je vais pour défendre, pour ne pas en prendre plus. C'est ça. Puis il y a beaucoup de changements aussi par rapport au match aller. Match aller, Payet il joue seul. Avant-centre. Oui. Bon, il a dit en conf de presse. On voit qu'il y a quand même depuis. Les chamboulements. Il y a quasiment 2 saisons, deux équipes en fait. Deux équipes qui différentes. Visions différentes aussi. Les cadres intouchables à l'aller et les cadres mis de côté au retour. Là, c'était peut-être le moment, comme disait Nico, c'était peut-être le moment de relancer un petit peu la machine, de leur redonner espoir à ces cadres. Sans les mettre titulaires, mais les faire rentrer. De leur prendre la main en disant, oh les gars, là, je veux que vous me montrez que vous êtes capables. Deuxième mi-temps, c'est vous qui faites la différence en rentrant. De me faire la différence, de mettre un petit peu Gustavo, Payet, aux adversaires et tout le reste. Parce que ça aurait été un match à revanche. Autant les Parisiens devaient prendre la revanche de leur défaite en Champions League, et autant pour Marseille, c'était peut-être la revanche des cadres mis de côté
montré à Paris qu'ils étaient là et qu'ils étaient capables de tenir le niveau. Ça a permis de rejouer, quoi. Voilà, c'est ça. Prouver qu'ils étaient au top, quoi. C'est facile de dire ça après le match. Oui, bien sûr. Ouais. Allez messieurs, le décrassage c'est terminé. On va également se dire au revoir sur Provence Azur TV, VAR Azur TV, mais le débat va continuer avec le gros débat sur l'OM de Rudy Garcia. Et ouais. Est-ce qu'il y a une progression depuis son arrivée, avec tous les investissements qu'il y a eu? On en parle tout de suite, ça se passe sur la chaîne Football Club de Marseille, sur YouTube et sur le site footballclubdemarseille.fr. Allez, c'est tout de suite. Allez messieurs, l'OM a-t-il changé de dimension, ou alors plutôt est-ce que ce match face à Paris nous montre encore une fois que l'OM n'a pas changé de dimension depuis l'arrivée de Macourt à l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Alors d'abord, je vais vous donner quelques stats sur les points pris par l'Olympique de Marseille face au trio de tête depuis 2016, donc depuis l'arrivée de Macourt, depuis donc la saison 2016-2017. Si elle n'était pas complète. Cette saison-là, l'OM avait pris un point sur 15 contre Lyon, Monaco et Paris. 1 point sur 15. C'était à Paris le premier match de Garcia avec le bus. Exactement. La saison suivante, donc la saison dernière, l'OM a pris 2 points sur 18, donc face à Lyon, Monaco et Paris, toujours. Donc là, il y avait 1 point face à Paris à domicile, on s'en souvient. Exactement. Et cette saison, l'Olympique de Marseille a pris 0 points sur 15 face à Lyon, Lille et Paris. Alors déjà, on va remercier juste Mathieu Grégoire qui nous a donné ses stats sur Twitter. Hier soir, délivré ses stats sur Twitter, qui nous permet aussi de faire ce petit débat. Mais je vais rajouter d'autres stats, moi. Je vais rajouter d'autres stats par rapport au PSG. Lors de cette première saison 2016-2017, l'OM a fini à 25 points du PSG la saison. Est-ce que vous savez à combien de points on est du PSG aujourd'hui? J'en ai entendu parler. Un peu plus, je crois. On est à 30 avec un match de retard. On est à 30 points du PSG avec un match de retard. Comme 33 docteurs s'ils gagnent. En fait. Et comme disait Tom, ça veut dire que là c'est fini, officiellement on joue plus le titre. Oui. Exactement. Alors, avec toutes ces stats-là, ça t'inspire quoi, toi? Est-ce que, pour toi, c'est aussi la preuve qu'il y a une absence de progression? C'est en tout cas un argument dans ce sens-là. Si je regarde tes stats, tes chiffres, surtout qui me donnent mal à la tête, et qui me disent aujourd'hui que la progression n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'en 2016, on a pris 1 point. En 2017-2018, on a pris 2 points. Et en 2019, on a pris 0 points. On peut peut-être prendre 3 points si on bat Lyon. Si on bat Lyon. Pour l'instant, on a 0 points. Regarde, vous me parlez aujourd'hui. Potentiellement, il y a encore une possibilité. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle des stats, on a 0 points. C'est vrai. Donc ça veut dire que la progression n'a pas été bonne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on regarde notre classement, on se retrouve au même classement que les années précédentes, c'est-à-dire 4e. Ça veut dire qu'on ne jouera pas la Ligue des Champions. Donc, l'ambition, pour moi, est bonne, mais pas réalisable aujourd'hui. Et ça veut dire que tu as investi de l'argent sur certains joueurs, sur certaines choses qui ne t'ont pas apporté ce que devait te rapporter ton investissement. Donc, c'est pour moi limite. Christian, ça t'inspire quoi, toi, ces chiffres-là? Est-ce que pour toi, c'est révélateur? C'est les chiffres, hein. C'est révélateur, ou tu te dis c'est pas. Tout d'abord. C'est pas important. Enfin, c'est pas comme ça qu'on peut mesurer la progression d'un projet. Tout d'abord, la première des choses, c'est que je trouve ces stats cruelles, parce que elles mettent sur la table notre déficience, quoi. On n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas. On essaye de. Alors, je ne sais pas ce qu'on fait. Donc, tu veux dire que c'est la réalité, quoi. Ouais, c'est la réalité. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est comme dans les élections présidentielles, on dit toujours il y a un plafond de verre. Alors, il est invisible, on pense qu'on va y arriver, et puis poum, on se prend la tête dedans et on rebascule vers. Alors là, en espérant que toute la fin de championnat soit parfaite.
Après, on verra où on en sera. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Bien sûr. Mais en attendant, c'est terrible, quoi. C'est au mois de mars, au mois d'avril que l'on commence à faire les calculs, les stats, tout ça. Et on se rend compte que tout l'espoir que l'on a, toute la volonté que l'on a en début de saison, eh ben, sont chaque fois remis en cause, quoi. On n'a pas une... Enfin, je prends par exemple le cas de Lyon, peut-être moins Monaco cette année, parce que, et encore que Monaco, ils reviennent dans le coup. Mais là, on voit un club comme Lyon qui est sans arrêt à leurs objectifs, ils se mettent... Ils chassent Lille, hein. Ils se sont rapprochés à 4 points. Tout en étant moins bon. Tout en étant moins bon. Il reste efficace. Ça, c'est encore subjectif. C'est subjectif, c'est subjectif. Saison précédente. Écoute, J'ai perdu plus de matchs. Ils perdent des matchs, enfin, ils vendent des joueurs, ils sont toujours là où il faut, ils gagnent de l'argent avec la Champions League. Le président, il est content. Hein. Il est bon. Nico, ce qu'il y a de terrible aussi, et je vais rajouter encore un chiffre. Non, il en rajoute. Quoi. Tu en mets encore une couche, quoi. Ouais, je veux pas. Je suis obligé. Les chiffres, moi je les invente pas, les chiffres. 175 millions d'euros investis sur le recrutement. On nous avait dit que l'ambition aussi, c'était justement de réduire cet écart-là qu'avait, notamment avec le PSG, même si le PSG, ça reste sur... D'accord, on est d'accord, au niveau budget, c'est une autre sphère, mais en tout cas, l'ambition, c'était de réduire cet écart. Aujourd'hui, bon, on s'aperçoit qu'il se creuse. Non, mais je pense qu'il y a deux choses flagrantes là-dedans, c'est les chiffres, je vais en parler, mais avant tout, c'est la com. Je vais revenir sur la com. La com, c'est pas ça qui te fait gagner des matchs ou perdre des matchs. Ça permet de remettre le contexte un petit peu. Il faut se rappeler quand même que McCourt, quand il arrive, il dit notre objectif, c'est d'embêter le PSG et d'être devant eux plus souvent que derrière eux. Donc là, on se rend compte qu'on est loin derrière eux. C'est-à-dire que là, on est déjà à 30 points, la saison, il reste 10 matchs. Mais tu vas finir peut-être à 40 points. Donc là c'est pas que tu es un peu derrière eux. Que tu sois derrière eux, je veux dire, vu la différence de budget, c'est pas une honte. Derrière. Mais de prendre autant de points, même pour Lyon, c'est pas normal. Lyon, avec l'effectif qu'ils ont, ils devraient pas être aussi loin. Les clubs français, ils sont résignés. Face au PSG, c'est pas normal d'être résigné comme ça. Donc, je pense qu'il y a un problème de com au niveau de ce qu'on nous a vendu du projet, et que du coup, là, on se retrouve complètement des années-lumière sur ce que McCourt a fait imaginer quand il est arrivé. Ça, c'est une première chose. Après, McCourt, par contre, lui, on peut pas lui reprocher de pas avoir mis de l'argent. Lui, il a comblé des dettes. Il a investi plus de 250, voire même maintenant 320 millions d'euros maintenant. Presque 300 millions d'euros, ouais. Dans le club, dont quasiment 180 millions d'euros dans les transferts, ce qui n'est pas rien. Et au final, on se rend compte qu'on n'est même pas sur le podium. Et que finir sur le podium en fin de saison, c'est toujours possible, mais ça serait une grosse surprise. Donc là, c'est aussi un échec. Vu l'argent investi, donc là maintenant, les questions qu'il va falloir se poser, est-ce que cet argent a été bien utilisé? Est-ce que Rudy Garcia est l'homme de la situation? Est-ce que Jacques-Henri Hérault maîtrise la situation? C'est tout simple. Juste pour... Pardon, vas-y Christian. Pardon, moi ce que je remarque, c'est quand même Lille qui est second du championnat et qui doit vendre 100 millions en fin de saison pour pouvoir rester en Ligue 1. Quoi. Mais ils vont le faire facilement. Oui, mais alors, les joueurs qui sont à la vente, ce sont des joueurs qui sont venus d'où? Ah oui, de Ligue 1. Ouais. Donc, non, pas que, parce que Lille, ils ont beaucoup recruté partout à l'étranger. Ouais, mais alors là, moi, je connais les chiffres de Lille parce que bon, j'ai la chance de connaître Christophe Galtier. On en discutait. Lille, qui est second au classement et qui a 10 points d'avance sur nous dans ce championnat, a recruté pour 9 millions d'euros cette saison. Et a vendu pour 70 millions. Alors ça, il va falloir me l'expliquer quand même. C'est qui fait les transferts, qui récupère les joueurs à l'Olympique de Marseille. Mais le réseau ça aussi, c'est une vraie donnée. Parce qu'à un moment donné, si on a notre cellule de recrutement, Zubizarreta et ses compères autour, je pense que Zubizarreta est capable, avec une enveloppe comme ça, de pouvoir recruter les joueurs qu'on lui demande. Maintenant, quand il les propose, il faut les accepter aussi. Il ne faut pas dire non, je ne les veux pas, je ne les veux pas, je ne les veux pas. Et après, prendre que les joueurs, et Rudy Garcia, parce que ça on le sait, moi je ne les demande pas. Ça a été écrit, ça a été dit de partout. Ça a été dit par Manuel Moros. Voilà. Donc, à un moment donné, la vraie question, elle est là. La vraie question, elle est là. C'est que du côté de Lille, elle a 9 millions d'euros d'achat. Ils sont second au classement avec 10 points d'avance. Et tu ils fais vendent 70 millions. Et tu risques de faire 100 millions de ventes. Ouais, bah déjà, Pépé, ils vont faire 60. Est-ce que nous, on est capable aussi, dans ce domaine-là, de vendre autant que des clubs comme Lille, comme Lyon, comme Monaco, comme Saint-Étienne? Non, mais sans faire du trading de joueurs à la Monaco ou à la Lille, parce que Lyon, ils ne vendent pas non plus 40 joueurs par saison. Je pense, Lyon, non, mais quand ils en vendent deux, c'est 80 millions. C'est plus intéressant ça, parce que Lille, c'est vraiment du trading de joueurs. Après Lille, second, c'est un peu une anomalie. Ils ne visaient pas ça cette année. Est-ce que vous avez l'impression... Ils profitent aussi du fait que Lyon et Marseille
soit pas à leur niveau. Parce que Lyon aussi, ils ont été irréguliers, ils ont perdu plus de matchs. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec tout cet investissement, l'OM s'est quand même un peu rapproché sportivement de Lyon ou même pas Sportivement, non. Structurellement, peut-être. Au niveau de l'équipe, des joueurs, du jeu Non, je pense pas, puisque bon, là, on peut dire qu'on est encore une nouvelle fois à la lutte avec Lyon. Mais on sait très bien que cette équipe lyonnaise, même dans des mauvais jours, elle est capable de nous battre. Elle est capable d'aller battre n'importe qui. Mais ils ont battu Paris. Ils ont battu Paris, voilà. Puis, je veux dire, l'OM de Garcia de Macourt n'a pas battu Lyon une seule fois. Ah non, pas une seule fois, mais surtout au-delà de tout ça, il y a tout ce qui se trame derrière. Les jeunes que Lyon prépare, les installations, même si l'OM aujourd'hui a fait de nouvelles installations, dans ce domaine-là, je pense qu'ils ont fait quand même quelque chose de très bien. Structurellement, il y a quelque chose qui progresse. a été Même mieux. Le stade, Voilà. il y a l'exploitation du stade, on va voir ce que ça va donner. Mais ça, il y a, je pense il y a que plusieurs c'est choses l'idée aussi positives. qui était l'idée un peu de Zubizarreta de mettre en place déjà un fonctionnement au niveau de la formation et de la préformation avec des stades, avec il est à bonne école. des encadrements. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, laissons-nous travailler à Zubizarreta. Je pense qu'on le critique trop souvent, mais il faut savoir ce qui se passe derrière. À mon avis, Zubizarreta, il a un gros défaut, c'est qu'il est un peu trop gentil et qu'il s'est un peu trop laissé bouffer et que finalement, il n'a pas assez de pouvoir. C'est difficile quand même, crois-moi, Nico, c'est difficile non, je dis pas que c'est à facile, l'intérieur d'un club d'imposer tes lois. Alors, à un moment donné, je pense qu'il les a imposées. En même temps, sur son mais contrat, quand il y tu a as le marqué président, directeur sportif, l'actionnaire et l'entraîneur qui a les clés de la maison et qui refuse, Mais il y a marqué directeur sportif sur son contrat. mais bon. Mais le souci, c'est que là, l'entraîneur profite encore de l'élan de l'année passée, de la victoire de la finale. Et en finissant, on aurait pu finir troisième, on a chuté encore à la dernière marche pour terminer quatrième. Mais enfin, dans la globalité, on était vraiment satisfait, on était allé en finale. Tu as une mini-déception en finale, tu as une déception vraiment grosse de ne pas être en Champions League. Et là, tu roules sur cet élan. Et là, l'élan, je crois qu'il arrive à... Non, parce que là, l'élan, moi je trouve qu'il est un peu cassé, même bien comme il faut, parce que là, ça s'est relancé en lançant des jeunes, mais il ne faut pas oublier qu'on s'est fait sortir des coupes nationales au premier tour contre Strasbourg à Andrézieux, et qu'on s'est fait sortir de la Ligue Europa petitement, en prenant un seul point dans une poule où il y avait Limassol. Ce que je disais, sportivement, l'année passée, on était bien mieux. Oui, bien sûr. On était bien plus satisfaisant. Pourquoi je dis qu'il faut laisser du pouvoir à Zubizarreta? Parce que, juste pour en revenir un petit peu, est-ce que vous avez vu l'image à Canal+, quand Zubizarreta, on voit Neymar aller se rapprocher de Zubizarreta, quasiment, Zubizarreta était le professeur. Quand il est arrivé, Neymar, il a été respecté avec des images, des discours. Et puis, ce qu'il dit, que c'est sous-titré après, il dit je te souhaite une bonne consolidation, de vite reprendre. C'est un seigneur, je veux dire. C'est un adversaire direct. C'est un grand joueur. Paris, c'est notre ennemi numéro 1. Mais il souhaite bonne chance à des talentueux joueurs, des joueurs monstrueux. Je veux dire, il y a quand même un prestige chez cet homme-là. Je pense qu'à un moment donné, laissons-le travailler. Faites-moi plaisir. Parce que... Mais oui, non, mais ça me dérange. Ça me dérange. Le message, il est à qui, là? Il est à... Non, mais à celui qui veut bien le prendre. Voilà. Encore une fois, sur tout ce recrutement-là, quel joueur, selon vous, est le plus décisif dans ces gros matchs-là? Est-ce qu'il y en a déjà dans ces confrontations, vraiment le joueur qui a pu tirer cette équipe vers avant, c'était Gustavo, quand il jouait encore. Moi, je veux dire, l'année dernière, quand on a cette mini-crise avec l'humiliation à Monaco et Rennes qui nous fait danser à la maison, après... ça repart avec cette victoire à Nice où Gustavo met un but, et face à Paris où on n'est pas loin de gagner, Gustavo met aussi un but et il tirait toute l'équipe vers le haut. Je pense que le joueur emblématique, la recrue qui rivalisait face aux grosses équipes, c'est Gustavo. Mais Gustavo, il a été mis de côté et moi je ne me l'explique pas. Vous en voyez d'autres, vous, des joueurs capables de faire basculer des matchs, mais des matchs importants, quoi. Non, mais les matchs importants, les matchs importants pour le faire basculer, il faut être très bon. Là, il faut être sur le terrain aussi. Il faut être sur le terrain et surtout, là, on va parler de Thauvin parce qu'on a souvent critiqué quand Thauvin jouait des gros matchs, il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais moi, j'aimerais qu'il fasse mentir un petit peu tout ça, qu'il dise aux gens, je vais vous démontrer aujourd'hui que je suis capable. Ouais. Et là, je rejoins Nico en disant que Gustavo, pour l'instant, c'est le seul joueur qui est capable d'aller au front, qui est capable de sortir des gros matchs face à des gros adversaires et d'avoir du répondant physiquement aussi. Parce qu'il y a tout qui se joue. Il n'y a pas que la technique, le buteur ou quoi que ce soit. Il y a la mentalité, il y a l'aspect sur le terrain, le comportement. Et lui, il a tout ça.
Il a tous ces arguments-là. Finir sur le podium en ne battant aucun gros, c'est impossible ou ça... Enfin, Ça serait moindre mal d'être là. Et bon, enfin, je pense que, à moins que Lyon fasse des faux pas. ouais, mais Lyon, t'imagines Lyon là, pour finir sur le podium, l'heure où on parle, il faudra battre Lyon à la maison, sinon c'est impossible. Ça, c'est clair. Et si tu as 4 points de retard à l'avant-dernière journée, c'est fini. Hein. Ça, on le sait. Bah, Même si tu les bats, ils auront un point d'avance. C'est un peu les éléments de langage que Payet nous a ressortis à la dernière conférence de presse. Oui, bon, perdre contre Paris, ça peut arriver. Puis gagner contre Paris, ça ne servirait à rien si on perdait l'image derrière. Garcia, il nous sort ça depuis qu'il est arrivé. Je veux bien l'entendre. Bien sûr qu'il faut gagner tous ces matchs plus abordables. Mais battre les adversaires directs, ça fait partie aussi d'un challenge. Et c'est ce challenge-là aussi que si tu le remportes, va te permettre d'accéder au podium. Parce que non seulement tu perds des points. Tu les bats pas, Oui. mais tu fais même pas match nul. Du coup, tu as des écarts qui se creusent. sur ces Lille, ils t'ont confrontation directe, Mais c'est compliqué. surtout que tu n'arrives pas à profiter des baisses de régime de ces équipes-là. C'est ça. Ouais. Parce Parce qu'à chaque fois, tu repères des points contre eux. c'est ça. Moi, je pense que ça va être très délicat pour nous de finir 3e. J'avais espoir, j'ai toujours espoir, hein, parce que bon, 6 points c'est beaucoup, mais ça peut être peu aussi. Parce que Lyon, ils auraient pu perdre des points contre Montpellier Exactement. aussi. Hein. Mais quand, comme il vient de dire Christian, Lyon perd, on est derrière, on fait un petit match nul, ou on perd, ou on n'arrive pas à les rattraper. Ça veut dire que si tu ne prends pas des points, par un moment donné, quand les autres font un faux pas, tu ne pourras jamais les rattraper. Déjà contre eux, on perd constamment. Et alors, quand t'as vu la série que t'as fait là? Parce que là, on parle de la belle série, 5 victoires. Mais avant, je crois que t'avais une victoire en 15 matchs. C'est hallucinant d'être 4e. Parce que là, il nous reste 9 rencontres, 9 journées. Si tu en perds encore 2, c'est fini. Hein. C'est terminé. Là, il faut faire un parcours sans faute. Ah, mais là, faut faire Oui, quasiment inévitablement. C'est fini. Messieurs, merci beaucoup. Cette émission s'arrête là. Nico, merci Jean-Charles, merci Christian. Tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Mon capitaine. Voilà, 2 anciens partenaires de l'Olympique de Marseille. Rappelons à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent qu'il y aura 2 belles émissions peut-être sur les minots. Exact. C'est en préparation. On va vous concocter ça. On va vous raconter cette histoire. Quelques petites histoires très chaudes. Rendez-vous jeudi, juste avant la reprise, dans une petite dizaine de jours sur Football Club de Marseille, sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao.